Les archives du Troisième Reich regorgent de monstres en uniforme. Mais le nom d'Ilse Koch glace le sang pour une autre raison. Elle n'était ni stratège, ni officier. Elle incarne une vérité terrifiante. C'est le résultat d'un droit de vie ou de mort absolu, accordé sans la moindre restriction, qui a permis à la femme du commandant de transformer le sadisme en protocole officiel. Le système lui-même l'a laissé faire. Buchenwald, 1937. Le camp avalait jusqu'à 50 000 prisonniers. Et cette immense machinerie de la mort pliait devant une civile. Elle n'avait aucune fonction officielle dans la hiérarchie de la SS. Pourtant, son pouvoir écrasait tout. La cruauté systémique du camp ne lui suffisait pas. Son sadisme devenait strictement personnel. Elle s'installait à son bureau. Elle regardait les prisonniers défiler. Elle choisissait ses victimes d'un simple geste. Sous ses doigts, la texture lisse et froide d'une peau humaine tannée recouvrait la surface de la table. Elle utilisait la chair des écorchés pour fabriquer des objets du quotidien. Des reliures de journaux intimes, des abat-jours. La mort devenait un vulgaire élément de décoration. Son autorité n'avait besoin d'aucun insigne, même les gardes armés tremblaient. Pourtant, 30 ans avant Buchenwald, en septembre 1906, la terreur n'avait pas encore de visage. Dans les rues de Dresde, personne ne devinait une future meurtrière dans le berceau de Margaret Ilse Köhler. Une odeur de poussière de charbon et de cols empesés flottait sur les pavés. L'Empire allemand semblait éternel, prospère, inébranlable. Son père travaillait comme contremaître. Il incarnait cette classe ouvrière rigide qui portait le pays. Des hommes acharnés à la tâche, respectueux des lois, mais brutalement exclus du moindre pouvoir politique. Le foyer familial fonctionnait comme une caserne. Sa mère imposait un code féminin strict, le silence, la soumission absolue. L'étau patriarcal étouffait chaque pulsion, accumulant dans l'ombre une soif de domination dévorante. Le système social avait tout verrouillé. L'Empire exigeait d'elle une épouse docile et muette, mais elle deviendra l'architecte implacable de la terreur des camps. Sous les lois d'avant-guerre, le mariage constituait l'unique horizon d'évolution financière et personnelle pour une femme. L'illusion d'un avenir paisible a volé en éclats en 1914. Ilse avait tout juste 8 ans. Sur les bancs de l'école, elle récitait sagement l'arithmétique et l'histoire impériale. Le système fabriquait des épouses dociles. Puis, les gares se sont remplies. La fillette regardait les trains emporter des wagons entiers d'hommes vers le front. 2 millions de soldats allemands n'en reviendront jamais. La faim a remplacé l'ordre. Les rations ont fondu, l'empathie aussi. 1918, la défaite absolue. L'Empire s'effondre. L'humiliation étrangère écrase le pays. Les repères moraux d'une génération entière sont balayés. Survivre devient l'unique loi. La démocratie naissante de Weimar plonge immédiatement dans le chaos. 1923 amène le coup de grâce. L'hyperinflation étouffe l'Allemagne. Le papier-monnaie se transforme en ordure. En novembre de cette année-là, un seul dollar s'échange contre 4200 milliards de marks. L'argent se pèse, il ne se compte plus. Le froissement de millions de marks dévaluées sur un comptoir de bois pour acheter un seul œuf. Les bourgeois brûlent des liasses de billets dans les poêles pour se chauffer. Les valeurs s'écroulent en même temps que la monnaie. La confiance en la société disparaît. La compassion devient un luxe inutile. Les économies de toute une vie sont réduites à néant, alors qu'Ilse n'a que 17 ans. Le krach de Wall Street de 1929 achève définitivement une génération grandie sur les ruines de l'Empire. La Grande Dépression dévore le pays. Les usines ferment, les banques s'effondrent. En 1932, le chômage frappe plus de 6 millions d'Allemands. La misère fabrique le désespoir. Une masse humaine, affamée et humiliée, exige soudain une main de fer pour rétablir l'ordre. Le Parti national-socialiste exploite cette terreur économique avec une précision chirurgicale. Leurs promesses sont simples. Face à un État paralysé qui ne parvient plus à nourrir ses citoyens, la brutalité radicale devient un refuge psychologique irrésistible. Des millions d'hommes rejetèrent la faute sur le système démocratique. Elle a d'abord travaillé dans une usine de cigarettes à Dresde. Puis elle a intégré une école de commerce. Au milieu du chômage de masse de la République de Weimar, Ilse a trouvé sa véritable arme. Comment obtenir un contrôle absolu sur les autres en restant une simple secrétaire? En étudiant la mécanique de l'ombre. Le cliquetis sec des touches frappait l'air lourd d'un bureau enfumé. Ilse tapait des rapports.
Le poste de secrétaire offrait l'un des rares emplois de col blanc accessibles aux filles de la classe ouvrière, une fonction invisible. Mais un poste d'observation parfait. Derrière sa machine à écrire, elle regardait ses patrons. Elle analysait la circulation de la peur. Elle voyait les directeurs briser leurs subordonnés sans jamais quitter leur fauteuil. Elle a compris l'anatomie de la soumission. Diriger ne nécessite pas d'occuper le sommet absolu de la hiérarchie. Il suffit de tenir les leviers intermédiaires, filtrer les accès, isoler les cibles. Bientôt, cette modeste expérience administrative structurera son management purement sadique au cœur des camps de la SS. L'organisation bureaucratique de la terreur. Sans aucun grade officiel. Carte du parti numéro 500 000. Le travail de secrétariat étouffait ses ambitions. En 1932, Ilse Koch accomplit un acte décisif. Plus tard, des millions d'Allemands prendront cette carte par stricte obligation pour garder un emploi, pour survivre. Ilse la réclame de son plein gré, un an avant la victoire d'Hitler. L'adhésion n'est pas un cri de désespoir, c'est un calcul froid. Elle intègre la NS-Frauenschaft, la puissante ligue des femmes nationales-socialistes. Le tissu rêche de l'uniforme remplace ses tenues de bureau. Elle épingle l'insigne, elle tisse un réseau. Le fanatisme devient sa stratégie de mobilité sociale. La société traditionnelle de Weimar interdisait formellement l'accès aux postes d'autorité pour les femmes de la classe ouvrière. La carte du parti brise les barrières. Elle ouvre à Ilse les portes des cercles fermés de Dresde. La nouvelle élite s'y rassemble, la Schutzstaffel. Heinrich Himmler ne recrute pas de simples soldats. Il bâtit un ordre idéologique impitoyable. La sélection exige la pureté du sang, une loyauté absolue et un fanatisme aveugle. En 1929, sa milice compte à peine 280 individus. 4 ans plus tard, l'organisation aligne 50 000 hommes. Le noyau répressif du Reich est prêt. Ilse observe cette caste suprême. L'élitisme l'enivre. Elle abandonne le simple carriérisme pour épouser le fanatisme racial radical. Elle s'infiltre avec une froideur méthodique. Elle multiplie les réunions locales. Elle orchestre la propagande. Elle cible directement les officiers SS. Appartenir à cette garde noire devient son unique ambition. Elle ne cherche plus une simple place dans la société, elle cherche la suprématie. Son carnet de contacts grimpe vers le sommet. Les simples bagarreurs de rue cèdent la place aux commandants en uniforme noir. Pour s'installer au cœur de l'avant-garde du parti, il lui faut exactement 12 mois. Le pari sur le radicalisme s'avère gagnant. Janvier 1933, les nazis avalent l'État. La démocratie s'effondre en quelques semaines. Le bruit des bottes cloutées martèle les rues désormais nettoyées de toute opposition. La dictature couronne ses premiers croyants. Ceux qui ont soutenu le mouvement avant tout le monde raflent soudainement des privilèges matériels inaccessibles sous l'ancienne République. Des appartements luxueux saisis aux dissidents, des postes de direction prestigieux, des comptes en banque remplis. Ilse encaisse sa part du butin. 1934. Elle verrouille définitivement son influence dans la région de Dresde. Fini la petite secrétaire effacée. C'est une militante aguerrie. Elle gravite au cœur d'un cercle exclusif d'officiers SS. La machine gouvernementale carbure à la brutalité. Elle veut des exécutants impitoyables. Ilse comprend très vite cette nouvelle monnaie d'échange. L'ascension sociale suprême exige désormais une loyauté aveugle envers la terreur. Le système naissant des camps de concentration cherche ses futurs maîtres. Dans les salons feutrés de la nouvelle élite, elle franchit le dernier seuil. Elle serre la main de Karl Otto Koch. Pour diriger la nouvelle architecture des camps, la SS cherchait des profils spécifiques. Des hommes taillés sur mesure, comme Karl Otto Koch. Quel profil le système exigeait-il pour le rôle de commandant? La réponse se trouvait dans les dossiers de police. Escroquerie, détournement de fonds. Karl traînait un lourd casier judiciaire. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il portait les stigmates d'une époque brisée. Mais pour le Troisième Reich, ce passé criminel n'était pas une tâche, c'était un diplôme. Cellule de la prison de Leipzig. La méthode Koch prenait forme. Le détenu crache le sang sur le béton après une violente série de coups. Karl s'arrête. Il lisse les plis de son uniforme noir. Il regagne son bureau. La plume gratte le papier. Il remplit le rapport disciplinaire avec une précision d'horloger. Le coup froid et sec du tampon encreur claque sur le document.
l'ordre règne. La SS recrutait intentionnellement des individus aux antécédents criminels pour diriger l'expansion de ces complexes carcéraux. La hiérarchie exigeait une garantie absolue, l'absence totale de pitié. Le sadisme devait s'allier à l'efficacité administrative. En 1934, Theodor Eicke centralisait le réseau de la terreur. Il repérait les talents brutaux. Karl Koch offrait le profil parfait, un monstre assermenté. Heinrich Himmler validait ses listes. Le commandant Karl Otto Koch cherchait une complice idéologique. Son premier mariage s'était effondré. Sa femme avait refusé l'uniforme. Elle avait exigé le divorce pendant son ascension rapide dans la hiérarchie de la SS. Koch avait retenu la leçon. Il ne voulait plus d'amour. Il voulait une associée. L'ancienne épouse fuyait le fanatisme. Il se l'embrassait totalement. À 26 ans, elle incarnait le profil parfait de la prédatrice. Ce n'était pas une romance, c'était une transaction. Un pacte scellé entre deux psychopathes obsédés par la domination absolue. Dans l'État nazi, ces alliances n'avaient rien de privé. Le Bureau pour la race et le peuplement d'Himmler devait autoriser le mariage des officiers pour valider leur conformité idéologique. L'institution exigeait un pédigré parfait et une loyauté aveugle. Il se offrait les deux. Les tampons frappaient les dossiers. Elle maniait la machine bureaucratique avec une précision glaciale. Sa carte du parti prouvait un extrémisme précoce. Pas d'opportunisme, juste une conviction féroce. Leur union forgeait une autorité sans limite. Son origine prolétarienne éliminait d'office tout conflit avec les élites traditionnelles. En août 1937, le commandement SS confia une nouvelle mission à Karl Otto Koch. Il reçut un territoire vierge pour y bâtir de zéro une mécanique d'isolement parfaite. Le futur camp de Buchenwald. Comment cacher un convoyeur de mort pour des dizaines de milliers de personnes? Il fallait l'ériger dans les forêts profondes du mont Ettersberg. Le choix du terrain offrait un contraste glaçant. La montagne dominait Weimar, à peine 8 km plus bas. La patrie de Goethe. Le cœur culturel de l'Allemagne bordait désormais l'abîme. Ici, les arbres dressaient un mur noir, une forêt impénétrable. Cette barrière naturelle garantissait un isolement absolu du monde extérieur. L'épaisseur du bois étouffait tout, une opacité totale. L'ambition de Koch changeait d'échelle. La SS ne construisait plus un simple camp de détention. Elle forgeait une ville autonome, un empire de la mort isolé, conçu pour absorber et broyer une masse humaine exponentielle. La nature sauvage devenait une métropole de la terreur. Mais pour bâtir ce monstre, il fallait de la pierre. Karl lança l'exploitation intensive des carrières. Pour transformer cette forêt sauvage en royaume privé, les Koch ont exigé une chair humaine gratuite. Le chantier de leur villa fut une véritable boucherie. Le travail forcé broyait les esclaves de l'aube au crépuscule, sans la moindre pause. Leur lente agonie achetait un confort bourgeois absolu doté du chauffage central. Des spectres décharnés portaient de lourdes pierres à main nue. Ils creusaient les fondations directement dans la roche. Les corps cédaient. Le bruit sourd des pioches primitives contre la terre gelée rythmait le massacre. Pendant que les techniciens fixaient les radiateurs dans la luxueuse résidence, le gel envahissait les baraquements de Buchenwald. La nuit, la température plongeait à moins 15 degrés. Ilse Koch savourait ce nouveau statut. Elle recouvrait les vastes espaces de tapis importés. Elle installait d'élégants meubles viennois dans le grand salon. Sa cuisine flambant neuve tournait à plein régime grâce aux appareils de la marque Siemens. Les salles de bain en céramique brillante crachaient de l'eau chaude sans la moindre interruption. Un décor parfait. Un simple masque sur l'horreur. Des dizaines de détenus moururent d'hypothermie et d'infection. Un faisceau perçant déchirait l'obscurité. La lumière crue des projecteurs de la tour centrale balayait la cour et n'autorisait absolument aucune zone d'ombre. Les plans de ce convoyeur de mort ininterrompu, Karl et Ilse Koch les avaient déjà testés. En juillet 1936, le camp de Sachsenhausen. La promotion de Karl au poste de commandant importait peu. La vraie rupture était architecturale. L'architecte Bernard Küpper avait dessiné l'enfer parfait, la surveillance panoptique. La tour trônait au centre. Autour d'elle, les baraquements dessinaient des triangles géométriques, une symétrie glaciale. Cette disposition mathématique broyait toute idée de résistance organisée,
tout en optimisant l'efficacité mortelle des patrouilles extérieures. Les détenus devenaient de simples cibles de chair, transparents face à leurs bourreaux. Le regard de la garde pénétrait chaque angle du camp. La terreur psychologique naissait de cette géométrie. Pour Ilse, l'immersion fut directe. Sans grade SS officiel, elle dominait l'administration du complexe. Elle gérait les dossiers classifiés des condamnés. La tour garantissait un contrôle visuel total. Ici, sa présence glaçait le sang des déportés autant que l'uniforme du commandant. En transposant l'expérience de la capitale à Buchenwald, Ilse refusa de rester dans l'ombre. Qui décidait dans quelle brigade de la mort irait un nouveau détenu? La femme du patron. Elle s'était emparée du rôle de stratège. La simple secrétaire n'existait plus. En 1937, elle participa activement à la planification du nouveau complexe. Le dogme nazi de l'épouse docile volait en éclats. Son ambition la transformait en bourreau à part entière. Le claquement sec de sa machine à écrire rythmait les journées du camp. Sur ses touches métalliques, elle frappait de véritables ordres stratégiques pour les hauts gradés. Son autorité s'étendait bien au-delà des barbelés. Elle entretenait une correspondance directe avec les officiers supérieurs de la SS à Berlin, par-dessus la tête de son mari, sans le moindre intermédiaire. Les détenus apprirent très vite à mémoriser le visage d'Ilse Koch. Karl et Ilse contrôlaient désormais des dizaines de milliers de vies. Entre les mains de la jeune femme, la terreur d'État devenait une simple paperasse quotidienne. Karl dictait les punitions militaires. Ilse administrait les rouages du camp. Leur efficacité redoutable provenait directement de Sachsenhausen. Dès 1936, elle y avait disséqué la machinerie de l'isolement total. Isolée, divisée, brisée. Elle fracturait la volonté des détenus par une terreur psychologique dosée avec la froideur d'un chirurgien. Ilse s'installait chaque matin à son large bureau administratif. Ses mains triaient méthodiquement les fiches nominatives cartonnées des prisonniers. Un rapide trait de stylo rouge distribuait les nouveaux arrivants dans les brigades disciplinaires. Le bruissement sec des pages de ses protocoles millimétrés résonnait dans la pièce. L'encre de ses formulaires décidait de la respiration d'un homme. La stricte catalogation des registres respirait le calme glacial d'un cabinet comptable. Dehors, à 50 mètres des fenêtres, la véritable torture physique disloquait la chair d'homme bien vivant. Le sadisme prenait l'apparence inoffensive d'un tampon officiel. La totale bureaucratisation du processus de mort permit au SS de broyer les détenus avec l'efficacité d'un travail à la chaîne. Dès les premières années, les grands livres de décès engloutirent rapidement plusieurs milliers de cadavres. Le camp fonctionnait comme un univers clos. Karl et Ilse divisaient ce pouvoir absolu par deux. Mais la froide comptabilité de la mort ne suffisait plus à Ilse. Il lui fallait l'esthétique du confort bavarois. Bâti sur des os. Des prisonniers décharnés fixent des charpentes en bois sombre. En arrière-plan, les cheminées de Buchenwald crachent leur fumée. L'odeur de suie imprègne le bois frais. La villa de commandement s'élève dans la forêt d'Ettersberg. Des balcons sculptés, des toits en pente, des jardins fleuris. Les architectes de la SS appliquaient le Heimatstil. Ils utilisaient cette esthétique de manière clinique. Il fallait simuler une vie bourgeoise idyllique à 50 mètres des crématoires. La culture traditionnelle ne s'opposait pas à la brutalité, elle la masquait. Cette illusion parfaite reflétait la symbiose du couple Koch. Karl imposait l'autorité militaire officielle. Ilse injectait une cruauté personnelle implacable. Ensemble, ils transformaient l'extermination en un puissant levier de contrôle absolu. La hiérarchie observait. Ilse devenait le modèle à suivre. Les épouses des autres commandants enviaient ce statut intouchable. Elles refusaient la banalité de la vie domestique pour prouver qu'une épouse d'officier pouvait régner sur des milliers de destins. L'architecture de la villa reproduit intégralement le style rustique bavarois. Pourquoi percer une large fenêtre face à l'esplanade du camp? Pour savourer le spectacle des exécutions sans quitter la chaleur de son salon. Derrière la façade de cette villa idyllique, Ilse Koch a bâti son propre cabinet de curiosité. Un repère clos. Là où la pure soie importée de Chine côtoyait les restes humains. Ilse se tenait debout derrière la vitre, un verre en cristal de bohème à la main. Dehors, les gardes fracassaient les prisonniers, les crânes craquaient sur les pavés de l'esplanade. À l'intérieur, le chauffage ronronnait, le massacre cessait d'être un simple programme d'anéantissement
pour devenir une toile de fond esthétique, son divertissement personnel. Chaque meuble hurlait sa domination. Sous ses semelles, d'authentiques tapis persans étouffaient ses pas. Sur la table, de la porcelaine aux motifs impériaux prenait la lumière. Le confort absolu. La mort servait de matière première au design. Mais le clou de ce cauchemar trônait dans la bibliothèque. Ilse collectionnait les grands auteurs de la philosophie allemande. Elle adorait effleurer la texture parfaitement lisse de ses livres, reliés en cuir marocain. Plus tard, ces reliures deviendront le symbole absolu de ces atrocités, lorsque le monde entier découvrira l'origine macabre de ce grain si particulier. Ce n'était pas de l'animal, c'était de la peau humaine. Le département de pathologie de Buchenwald tannait ces lambeaux de chair tatoués, prélevés directement sur les cadavres. L'abomination érigée en norme. Au-dessus de ces trophées sanglants, Adolf Hitler et Heinrich Himmler dominent l'espace. Au mur de la pièce pendent les portraits de 3 dirigeants du Reich. Pendant qu'il se feuilletait ses ouvrages reliés, sa cuisine tournait à plein régime. Un chef parisien y préparait des délices volées. 350 grammes. C'était la ration journalière de pain noir pour des milliers de prisonniers. Une brique amère de sueur et de restes. En face, le contraste frappait d'une violence inouïe. Des caisses entières de grands crus français confisqués. L'ancien membre de la résistance française, devenu cuisinier par pur instinct de survie, dressait méticuleusement la fine porcelaine pour ses bourreaux. Il alignait les saucisses bavaroises, il versait le café colombien. L'arôme puissant du grain fraîchement moulu envahissait la salle à manger. Une odeur impossible. Même les civils allemands à l'arrière n'y avaient plus droit. À Buchenwald, la terreur n'était pas seulement idéologique, elle était profondément mercantile. Karl Koch détournait allègrement les cargaisons destinées au haut commandement. Ses gardes pillaient systématiquement les valises des nouveaux déportés. Ces 350 grammes de pain misérable ne représentaient même pas 10% de l'apport calorique d'un seul dîner à la Villa des Corps. L'Europe entière finançait ce banquet de voleurs. Le commandant sélectionnait son personnel de maison sur des critères impitoyables. La force physique, la soumission totale, l'excellence absolue. L'aristocratie déchue du continent servait désormais la nouvelle élite nazie. Le chef parisien régnait sur les fourneaux. Un majordome autrichien, arraché aux demeures nobles, assurait le service. Des jardiniers italiens taillaient les haies au millimètre. De jeunes femmes allemandes nettoyaient les parquets sous une menace permanente. Ils étaient des esclaves absolus, des fantômes en uniforme rayé. La moindre erreur signifiait la mort. Le chef parisien et le majordome autrichien ne servaient pas de vulgaires criminels. Ils servaient un standard, l'étalon absolu de la société nazie. Mais pour s'unir, la cruauté ne suffisait pas. Il fallait la bureaucratie. La direction principale de la race et du peuplement de la SS, le Rucha, exigeait des preuves de pureté. Karl et Ilse durent remonter le temps. Ils produisirent des documents prouvant l'absence totale de sang non-arien dans leurs veines jusqu'en 1750. Les dossiers s'empilaient. Les médecins du parti firent subir à la jeune femme des examens médicaux exhaustifs. Mensurations crâniennes, évaluations idéologiques, enquêtes familiales implacables. Les experts de Berlin scrutaient chaque détail clinique pour garantir une progéniture digne de la race des seigneurs. Ilse réussit toutes les épreuves, sans la moindre faille. Leur folie n'avait rien d'une anomalie. Ce sadisme méthodique représentait l'aboutissement du projet de ségrégation. Des monstres froids, conscients, délibérément validés par l'appareil d'État. En 1936, la direction de la SS délivra l'autorisation officielle de mariage. En 1940, l'Europe se noyait dans le sang. Les bombes écrasaient les villes. Pendant ce temps, la femme du commandant exigeait un caprice, un manège équestre couvert. Comment financer un manège privé en pleine guerre? Arracher l'or des dents des morts. La construction coûtait 250 000 Reichsmark. C'était la valeur exacte d'un char d'assaut Panzer IV. Le Reich sacrifiait l'épine dorsale de ses blindés pour des promenades à cheval. L'idéologie nazie cachait une corruption féroce. Le meurtre de masse devenait un capital personnel. Ilse inspectait elle-même les bagages des déportés. Elle fouillait les valises. Elle triait les alliances et les montres. Mais le vrai profit sortait de la clinique du camp. Le lourd cliquetis métallique de l'or dentaire résonnait. Les bourreaux vidaient les seaux et les couronnes arrachées aux cadavres s'écrasaient brutalement sur la table de tri. 250 000 Reichsmarks représentaient le salaire de 500 ouvriers allemands pour une année entière.
une fortune de sang. Le réseau de blanchiment tournait à plein régime. Elle livrait ce trésor macabre à des intermédiaires de la SS. Les courtiers opéraient à Weimar et à Leipzig. Les fours fondaient les bijoux. Le feu effaçait les noms, les histoires, les origines. L'or devenait muet. Le marché noir absorbait une partie du métal. Pour le reste, les prête-noms expédièrent les lingots tout juste moulés vers les coffres de Suisse. Tandis que l'or arraché aux cadavres s'accumulait sur des comptes bancaires suisses, le camp devenait un chantier mortel. L'argent sale achetait le silence. Ces forteresses financières helvétiques garderont d'ailleurs leurs archives scellées jusqu'à la fin des années 90. Les fonds blanchis devaient payer l'obsession de la maîtresse des lieux. Un manège équestre personnel. La construction exigeait de la chair. Pas de grue, pas de bétonnière. Les prisonniers coulaient les dalles à la force de leurs bras. Ils hissaient d'énormes charpentes d'acier à main nue. Les SS divisaient la main-d'œuvre en 2 équipes. Le travail ne s'arrêtait jamais. Le cauchemar physique frappa immédiatement. Les hommes creusaient la terre gelée. Le sol résistait comme de la pierre. Les pioches rudimentaires claquaient contre la glace dans un rythme saccadé. L'air glacial portait le souffle rauque des déportés épuisés. Leurs doigts saignaient. Un prisonnier vacille. Il s'effondre dans la boue. La cadence ne pardonne pas. 2 camarades traînent rapidement le corps inerte sur le bas-côté. Les gardes poussent un autre fantôme rayé à sa place. L'escouade continue de frapper le sol. Le caprice de Pierre absorbait les vies par dizaines. L'arène terminée offrit un contraste macabre. Il se coach y faisait parader son cheval chaque matin. Elle arborait un luxueux uniforme d'équitation importé de l'étranger et méticuleusement taillé sur mesure. Le luxe absolu dansait sur les os des bâtisseurs. Mais l'hécatombe risquait d'attirer l'attention de l'inspection de Berlin. Les scribes du camp falsifièrent immédiatement les registres de décès pour effacer toute trace mortelle de ce chantier privé. Loin du chantier de construction, un autre enfer attendait les survivants. Un enfer intime, silencieux. Il se cachait sous la villa personnelle d'Ilsekor. Le dortoir occupait un sous-sol sans fenêtre. La lumière n'y pénétrait jamais. L'odeur âcre des excréments des latrines insalubres saturait l'air en permanence, empoisonnant les prisonniers pendant leur court sommeil. C'était le domaine des esclaves domestiques. Aucun salaire, aucun jour de repos. Les journées de travail s'étiraient sur 16 heures d'affilée. L'épuisement dévorait les corps. La ration alimentaire dépassait à peine celle des baraquements ordinaires. Mais la véritable violence de cette maison frappait l'esprit. Ilsekor transformait sa demeure en laboratoire psychologique. La logique d'extermination se reproduisait ici en miniature, une dictature domestique parfaite. Chaque mouvement exigeait une soumission totale. Le protocole n'autorisait qu'une seule appellation formelle, Gnädige Frau, la noble dame. Les domestiques devenaient des ombres muettes. Ils ouvraient la bouche uniquement sur ordre explicite. Défense absolue de croiser son regard. Le froid mordait la chair. Un prisonnier, à genoux dans la neige, coupait l'herbe. Au ciseau. Le cliquetis métallique des lames tranchait le silence glacial. Pendant que les serviteurs se terraient dans les caves, il se métamorphosait la cour de la villa en une géométrie absolue. La nouvelle noblesse du Troisième Reich exigeait sa mise en scène quotidienne. La nature elle-même obéissait. Une pédagogie de la terreur. L'obsession esthétique frappait comme une arme psychologique implacable. Les détenus squelettiques alignaient les plantations au millimètre, et ce décor éclatant percutait brutalement la saleté mortelle de Buchenwald. Face à ces jardins parfaits, les prisonniers décharnés perdaient leur humanité aux yeux des bourreaux. L'ordre impeccable justifiait l'abattoir. La beauté offrait un alibi moral direct au massacre. Depuis sa fenêtre, elle surveillait ce théâtre macabre. Des buissons taillés, avec une symétrie parfaite, se dressaient devant des cadavres que les gardes jetaient en tas vers le crématoire. À quelques pas des morts, un autre homme frottait la pierre dure. Il récurait le fond d'une fontaine sans eau. 2 fois par jour, derrière les fenêtres de la villa Koch, il se regardait le camp. Des milliers de corps faméliques s'effondraient dans la boue. C'est là, face à ce désespoir de masse, qu'elle s'est inventé un nouveau passe-temps. Sombre, viscéral. Que se passe-t-il quand le pouvoir absolu se trouve un caprice esthétique? Il commence à collectionner les humains. Au début, ce n'était qu'une simple observation au loin. Elle n'avait ni uniforme, ni grade officiel, mais elle régnait sur ses vies en maîtresse absolue.
Son regard a quitté les visages pour fixer les bras, les poitrines, l'encre sous la crasse, les tatouages. La mort a cessé d'être une simple routine industrielle. Elle est devenue un art macabre. Pendant des années, le monde a considéré les objets en peau humaine comme un mythe absolu, une exagération morbide des vainqueurs. Jusqu'à ce que les procureurs étalent les preuves physiques sur les tables du procès de Nuremberg en 1946. La chair tannée portait encore ses dessins. L'horreur avait une texture. Cette passion pour la chair d'autrui fera bientôt d'elle le symbole principal du sadisme nazi lors des tribunaux d'après-guerre. Le simple voyeurisme depuis la fenêtre a disparu. Le repérage d'encre sur des prisonniers vivants s'est transformé en un protocole officiel de sélection. Une encre bleue sur une épaule décharnée. Le souvenir d'un marin du Nord. Pour alimenter sa nouvelle collection, la femme du commandant ordonna de déshabiller les détenus de Buchenwald. 20 000 hommes nus sur la place d'appel. Le vent d'hiver mordait la chair sur la colline de Lettersberg. Les corps tremblaient violemment sous les rafales glacées. Une inspection prétendument médicale. En réalité, un casting macabre. Ilse Koch marchait entre les rangs. Elle scrutait l'encre. Le camp brassait toute l'Europe captive. Cette diversité d'hommes offrait un choix inépuisable. Des inscriptions gothiques recouvraient les avant-bras des anciens forçats. Les combattants du Front populaire arboraient des portraits de leaders idéologiques. Des pires symboles criminels au visage politique. Chaque tatouage contenait une vie passée. Sous ses yeux, ces biographies vivantes se transformaient en un simple catalogue de cuir. L'individu n'existait plus. La survie d'un homme ne dépendait plus de sa résistance au travail. Elle tenait uniquement à la complexité chromatique d'un dessin sur sa poitrine. L'encre attirait l'œil. L'œil condamnait l'homme. Les surveillants sortirent les carnets. Ils recensèrent de force chaque marque singulière sur la peau des prisonniers. Mais arracher la peau d'un corps vivant exigeait des papiers. La machine de mort réclamait une caution officielle. Comment justifier l'arrachage de la peau devant les patrons de Berna? En l'appelant une science médicale d'avant-garde. Le docteur Erich Wagner entra en scène. Médecin SS, pourvoyeur d'alibi. L'hygiène raciale nazie utilisait déjà des marqueurs physiques, de la phrénologie au tatouage, pour justifier légalement l'élimination des déchets génétiques. Wagner apporta la pièce manquante. Il formula la théorie de la corruption génétique. L'encre sous l'épiderme devenait la preuve absolue d'un esprit déviant et criminel. La cruauté changeait de masque. Le sadisme pur se transformait en rigueur universitaire. Les médecins SS arpentaient les rangs. Ils inspectaient la chair nue. Le protocole de rejet fonctionnait sans la moindre émotion. Les tatouages sur le dos et la poitrine devenaient des cibles prioritaires. De larges toiles. Des surfaces lisses, faciles à découper au scalpel. Le reste subissait une sélection implacable. Cicatrices, infections, traces de plaies ou usures par le travail forcé. Éliminées. La science refusait le matériel endommagé. Les médecins tamponnaient les formulaires d'extraction avec un cynisme absolu. L'humain disparaissait. Seule la pièce de collection comptait. Le projet exigeait une infrastructure. L'aiguille perçait la peau. Le piston poussait le liquide brûlant. Un geste chirurgical parfait pour un meurtre absolu. Pour passer du fétichisme macabre à l'industrie lourde, le camp avait besoin d'un spécialiste. Le docteur Waldemar Oven a fourni cette infrastructure de mort. Cet officier SS connaissait parfaitement son métier. Il avait fait ses armes dans le programme Action T4. Le régime y avait massacré 70 000 incurables en 24 mois. Oven y avait maîtrisé l'art de l'assassinat clinique. Pas de balles, pas de cris. Le nouveau protocole broyait les hommes avec une efficacité glaçante. Les gardes escortaient les prisonniers sélectionnés vers l'hôpital. Le prétexte fonctionnait toujours. Une simple convocation pour des analyses médicales. Les détenus entraient dans une salle d'opération immaculée. L'odeur tranchante et stérile du phénol saturait l'air de la pièce. Les infirmiers administraient d'abord un léger sédatif. Le patient s'endormait paisiblement sur la table. Ensuite, le médecin frappait. La mort par injection directe de phénol dans le cœur survenait en 15 secondes. Cette mécanique cynique enchantait l'administration, car une fiole de cet acide industriel coûtait significativement moins cher que les cartouches de gaz Zyklon B.
L'économie dictait le rythme de l'abattoir. Le cœur s'arrêtait de battre. Les brancardiers n'attendaient pas. Ils chargeaient le cadavre encore chaud sur un chariot métallique. Les roues claquaient sur le carrelage en direction du département de pathologie. Les médecins venaient de livrer la chair fraîche pour l'étape numéro 2. Les morceaux choisis ne finissaient pas dans les fours du crématoire. Depuis la morgue, les gardiens expédiaient cette chair directement vers l'atelier de tannage. Le scalpel traçait d'abord une incision chirurgicale très large pour préserver le dessin complet du tatouage. Ensuite, les bourreaux plongeaient l'épiderme humain dans des bassins remplis d'une solution de formol et de sels spéciaux. La chimie figeait les tissus. Les ouvriers tendaient ensuite les lambeaux gorgés de liquide sur des cadres en bois. L'air asséchait lentement la matière sous une humidité strictement contrôlée. La peau séchée grinçait contre le bois, sous l'extrême tension. Un frottement lugubre. Le processus chimique transformait les cadavres en un cuir souple et résistant. Les pièces rejoignaient enfin les établis de prisonniers très spécifiques. Le camp sélectionnait d'anciens relieurs et des maîtres artisans du cuir. Ils devaient travailler cette matière organique sous la menace immédiate d'une balle dans la tête. Ces hommes taillaient et mesuraient la chair de leurs propres camarades abattus la veille. La reconnaissance d'un tatouage familier provoquait un traumatisme psychologique foudroyant. Leurs esprits s'effondraient en silence. Mais les couteaux continuaient de trancher. L'administration exigeait un assemblage esthétique irréprochable. L'aiguille perçait la matière pour former des coutures invisibles et parfaitement droites, serrées par des mains qui tremblaient de terreur. Une lumière terne perçait à travers la chair humaine translucide d'un abat-jour de bureau.